Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur une nouveauté Netflix sortie ce vendredi, le nouveau long métrage de Kathryn Bigelow, une grande réalisatrice américaine contemporaine, 8 ans après son Detroit, que j'avais vu, alors non pas à sa sortie mais quelques mois après, et là nous allons évoquer A House of Dynamite, ça aurait pu s'appeler A House Full of Dynamite d'ailleurs, ou Filled with Dynamite, comme l'un des chapitres d'un film qui se la joue un peu Rashomon, ça on y reviendra. Au casting, nous avons beaucoup d'actrices et d'acteurs fort reconnus, tels que Rebecca Ferguson, que l'on voit assez tôt dans le film, et plus tard Idris Elba, qui interprète le président des États-Unis. Citons aussi la présence de Jared Harris, Gabriel Basso, Tracy Letts, qui est à la base dramaturge et scénariste, notamment pour quelques œuvres de William Friedkin, Greta Lee, qu'on voit un peu partout, dans des rôles très différents ces derniers temps, sans oublier Anthony Ramos, que vous aussi, vous allez reconnaître très facilement, parce qu'il interprète pas mal de, là aussi, personnages dans diverses productions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Nous sommes donc là face à un thriller politique qui va rappeler un petit peu dans sa vibe la fameuse série 24 heures chrono. J'y avais pensé déjà en lisant le synopsis et en voyant quelques images du trailer, et en effet, il y a un peu de ça. Sauf que là, ça va pas se passer sur 24 heures. À peine quelques minutes pour la tension maximale, quelques heures, on va dire, au sens large. Et l'intrigue est simple. Nous avons l'Amérique, les États-Unis, en pleine menace nucléaire, puisqu'apparemment un tir venu d'ailleurs se déporte lentement mais sûrement vers le pays de l'oncle Sam et menace notamment la ville de Chicago. Sauf que les experts divers et variés, NSA, défense, tout ce que vous voulez, n'ont pas su capter l'origine de ce missile nucléaire, et l'intérêt c'est surtout de savoir comment l'arrêter à temps et voir si on peut quand même réussir à éviter l'inévitable quelque part. Alors bien sûr pas mal de soupçons, ça peut venir de la Russie, de la Chine, ou alors surtout de la Corée du Nord. On rejoue ici une ambiance post-guerre froide quelque part, mais c'est surtout sur ces femmes et ces hommes qui font la défense que le film va se concentrer en jouant un petit peu sur leur vie privée personnelle, quand ils trompent pas l'ennui, mais vous savez, cette routine ils doivent surveiller, mais à 99% du temps, il se passe rien. C'est ça l'idée, quoi. Et quand la vraie menace arrive, non seulement ils ont du mal à y croire, ils sortent un petit peu de leur train-train, ils rentrent dans une torpeur, voire même dans une panique absolue. Et Kathryn Bigelow, avec son scénariste, on va le citer, Noah Oppenheim, qui a commencé un petit peu dans le journalisme, qui a écrit par exemple Jackie, pourquoi pas, ça reste sur l'Amérique si on veut, il y a une dizaine d'années maintenant, eh bien ils vont s'amuser, ce duo, à déconstruire, on va dire, l'efficacité américaine et de ses services de défense, secrets, tout ce que vous voulez, vers même un petit peu dans la diplomatie. Et d'ailleurs je m'arrête là-dessus. Pour beaucoup de gens, enfin certains en tout cas que j'ai vu réagir dessus sur les réseaux, ce film serait un peu pro-américain et Kathryn Bigelow elle-même serait une réalisatrice qui tend à, on va dire, montrer son pays de façon trop positive. Là déjà, je suis un petit peu en désaccord, que ce soit sur cette œuvre en principal, puisqu'elle montre quand même un peu le ridicule de certaines situations, et l'impossibilité donc de ces gens hyper préparés, avec beaucoup d'argent, de budget, à faire face à une menace qu'ils n'ont même pas vu venir, et qui ne savent même pas d'où elle vient d'ailleurs, et même dans ces films précédents, par exemple Detroit, il peut y avoir des défauts sur certains points, mais ça montre pas les États-Unis sur, on va dire, son versant le plus positif. Alors j'ai raté, malheureusement, je voulais les rattraper, mais j'ai été un peu pris de vitesse quant à la sortie de ce film, que j'imaginais plus tardive. Je voulais voir Zero Dark Thirty et des mineurs, bon tant pis, je les découvrirai une autre fois, peut-être, avec l'ami le bûcheron du cinéma, qui je salue s'il passe par ici. Alors, il me manque peut-être quelque chose pour vraiment m'assurer du point de vue de Kathryn Bigelow d'habitude sur son pays, mais là quand même, avec House of Dynamite, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne le croit. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, parce que si vous cherchez quelque chose, on va dire, dans le suspense ultime, on l'a, bien sûr, mais dans une forme de finalité, de révélation, de plot twist, non, ce n'est pas le but ici. C'est un film qui essaye de s'intéresser à ces humains qui vont être complètement paumés. Alors oui, on n'est que du point de vue américain, ça c'est une réalité, mais elle décide donc, avec celui qui a écrit le film, de rester sur ce qu'elle maîtrise
crise, un film choral en s'intéressant plus peut-être, on va dire oui aux Russes, aux Chinois, aux Nord-Coréens. Il y a un Russe à un moment qui apparaît, parce que voilà, il y a une conversation diplomatique, on va dire. Bon, ça aurait été peut-être plus intense, mais le film aurait été plus long. Est-ce qu'il n'aurait pas été alourdi aussi? Bonne question. Il est vrai aussi qu'elle reste très centrée donc, sur ces gens qui tirent les ficelles, ou qui prennent les décisions, ou qui doivent gérer des situations d'urgence. On n'a pas trop de point de vue, voire pas du tout, populaire, la panique des gens et tout, parce que personne ne va être au courant. C'est-à-dire qu'à un moment, ils gèrent la crise, la panique, et ils annoncent rien, évidemment, à la population. Voilà. Donc, oui, on aurait peut-être pu avoir un petit supplément, mais ça aurait été, en fait, bizarre dans l'ambiance voulue du film, et surtout, ça aurait rajouté peut-être une dose de spectaculaire là où il ne fallait pas. Parce que, évidemment, si vous commencez à gérer la panique populaire, vous entrez dans une phase que le film ne va pas forcément vouloir montrer, d'ailleurs, pour rester vague. Et je trouve que ce House of Dynamite respecte parfaitement ses propres conventions et s'assume totalement, et ne brosse pas du coup un portrait, on va dire, élogieux d'un pays qui a dépensé sans compter dans le budget militaire, souvent pour délaisser d'autres choses, et qui peut-être aussi, malgré tout, est dans cette boucle de crise internationale sans apprendre vraiment de ses erreurs. Par exemple, bon, il y a dans le long métrage des échos avec la guerre froide, bien sûr, vous allez penser à Point Limite, Fail Safe de Sidney Lumet, qui est un immense film, un petit peu à Docteur Folamour aussi, 2 œuvres sorties la même année, mais un petit peu différentes sur donc la menace nucléaire de la guerre froide. Mais Catherine Bigelow fait autre chose aussi. Elle modernise son propos tout en mettant donc cette Amérique face à son histoire. Donc on pense à cela, bien sûr, les années 60 au sens large, mais aussi on voit une reconstitution de la bataille de Gettysburg, qui est centrale donc sur la guerre civile, où à l'époque l'Amérique était sur le point d'exploser, d'imploser même. Là c'est pareil, c'est-à-dire que les États-Unis, s'ils se prennent ce missile sur la gueule, que va-t-il rester du pays derrière? Donc c'est ce même questionnement. Alors, bon, je peux être d'accord sur le fait que ça fait un petit peu artificiel dans l'écriture. Il y a la responsable de la NSA, experte nord-coréenne, qui est avec son fils à regarder cette reconstitution. D'ailleurs, le gamin, il est fasciné, vous savez, c'est l'enfant qui fantasme sur des choses, la guerre et tout, c'est le jeune américain, quoi. Mais la mère, elle est là pour tempérer, pourtant elle bosse pour le gouvernement, en mode, tu sais, il y a eu quand même des centaines de milliers de morts, et bon, et peut-être que ce missile va faire les mêmes dégâts, voire plus, parce que là, on parlerait de millions de morts si ça tombe. Il y a cette idée-là qui est intéressante quand même, pour mettre, du coup, une sorte de mise en scène dans le film, puisque c'est un reenactment, comme on dit, et comme le film rejoue un petit peu cela, mais avec une menace beaucoup plus moderne et qui vient de l'extérieur ou pas. On ne sait pas d'où elle vient cette menace. Bon, je ferai une zone spoiler vite fait quand même à un moment. Donc c'est intéressant. Puis bon, oui, les voir discuter de leurs problèmes familiaux avec leurs épouses et tout. Tiens, t'as vu le match de basket hier? On les sent humains. Alors certains vont peut-être pointer du doigt l'idée qu'on veut trop humaniser des militaires. Ah oui, d'accord, mais c'est factuel. Il y a des gens derrière qui ont leur petite vie à côté. Bon, ils font un boulot qu'on peut juger ou autre, peu importe. Et ils sont face à des choix, ils sont dramatiquement humains, justement, puisqu'ils ne savent pas trop gérer ce qui se passe. Et ça, à tout niveau, même le président, qui est montré quand même de façon un petit peu péjorative, il y a même son agent de sécurité qui fait un commentaire en mode « Oui, bah c'est le 3e président que je défends, enfin que je protège plutôt, et ils sont tous les mêmes, narcissiques et tout, mais bon, face à la situation, est-ce qu'il va être à la hauteur ?» Je reste vague pour l'instant. On le voit d'ailleurs, il fait un petit peu son boss en mode promo avec une équipe de basketball féminin, bon, vous savez, un petit peu avec la bonhomie à la Obama, à la Trump, mélangée. Alors peut-être que d'ailleurs Bigelow, elle veut mélanger ici républicain, démocrate, de toute façon une fois que tu es au pouvoir, peu importe. Et ça rappelle un petit peu, rappelez-vous George W. Bush qui était devant des enfants quand il a appris pour le 11 septembre et qui avait l'air paumé quand il a appris la nouvelle. Bah là c'est un peu pareil. Le président, on le voit en FaceTime, d'ailleurs FaceTime sans caméra, ça dit ce que ça dit. Quand il doit prendre une décision, on va dire le Zoom POTUS, le President of the USA, the US, c'est le diminutif acronyme, il n'apparaît même pas à l'écran en mode il sait pas trop, oui, quel choix dois-je faire. Il y a une forme de presque d'ironie de situation là-dessus, il y en a pas mal dans le film, donc c'est passionnant ça, et je pense que c'est ce que veut montrer le film, en dehors de tout spectaculaire, de tout vouloir montrer autour, c'est de voir ces gens dans le système là, qui sont complètement paumés. Et il y a une forme de réalisme quand même qui peut être terrifiant, c'est que si ça arrive demain, voilà,
On sait quand même qu'il y a un conflit qui est larvé avec la Russie, ça peut arriver chez nous hein, aussi. Comment ils vont réagir? Vont-ils prendre les bonnes décisions? Est-ce qu'ils vont jouer certaines choses à pile ou face? Parce qu'on parle de ça à un moment, hein, 50 milliards, mais pile ou face, là, bon, il y a cette idée. Ben, c'est pas rassurant. Et le film ne veut pas être rassurant, d'ailleurs, je pense qu'il veut capter une réalité potentielle et aussi porter un avertissement. Je vais rentrer dans la zone spoiler ici, même si on n'a pas spécialement. Il y a quand même cette réflexion du président dans l'hélico, là où il se dit bah oui, on vit dans une maison remplie de dynamite, hein, ça c'est le monde. À fabriquer des bombes partout, partout, alors que pourtant il y a eu la guerre froide et tout, un beau jour ça va nous tomber sur le coin de la gueule. Et c'est un petit peu cette réflexion. C'est-à-dire que le film, il met ici en relief les problèmes mondiaux de conflits, d'ego, de tout. Et bon, jusqu'ici on a l'impression d'être toutes et tous en sécurité, parce que on peut peut-être intercepter des missiles nucléaires, tout ça. Le film montre que c'est peut-être pas le cas. Donc là, il y a vraiment la vibe 24 heures chrono. Je sais plus quelle saison il y avait comme ça des terroristes qui avaient détourné une arme nucléaire et on se demandait où ça allait tomber, et quand et comment, et c'était la panique. Et d'ailleurs, ça durait que quelques minutes hein, au final, cette panique, puisqu'une fois que c'est lancé, ça arrive. Là, c'est 18 minutes, hein, c'est 18 minutes chrono en fait, si on veut. D'ailleurs, le président américain me rappelle le fameux président Palmer, charismatique de la série 24 heures chrono. Il y a peut-être un clin d'œil indirect là-dessus, je ne sais pas. Mais oui, c'est-à-dire que de toute façon, un jour, ça va nous péter dessus. Hein. C'est peut-être ça le message du film. Il faudrait espérer qu'on ne vive pas ça de notre vivant, mais bon, on ne peut jamais décider. Et ce que montre le film, c'est terrible aussi, c'est que ça peut arriver du jour au lendemain et que peut-être ils ne sont pas prêts. Et que des spécialistes là, s'ils voient ce film, doivent se dire, bon, allez, on va peut-être, même s'ils sont tout le temps sur le qui-vive, hein, j'imagine quand même dans ce métier, c'est pas facile, même si on peut critiquer certaines choses et certains choix qu'ils font, et notamment sur l'interventionnisme américain, qui n'est pas trop questionné ici d'ailleurs, hein. Mais bon, parce que c'est pas le sujet, mais elle l'a déjà testé sur d'autres films, je pense, hein, Catherine Bigelow, ça, c'est que malgré tout, on a beau être sur le qui-vive, le jour où ça va arriver, ben, on va être surpris, on va être paniqué, quoi qu'il arrive. Alors j'imagine qu'ils font... C'est probable même, hein, des tests grandeur nature, comment réagir en cas de, voilà, des moments où ils s'entraînent à fond, ça doit faire partie de leur boulot aussi, mais quand la réalité est là, la panique se fait, et c'est pour ça qu'on retrouve ces êtres humains. Le film est assez choral là-dessus, alors j'en ai pas trop parlé là, mais il y a aussi un effet Rashomon, avec un chapitrage qui est pas forcément nécessaire, c'est-à-dire que des fois on va revenir un peu en arrière et tout, mais bon, pourquoi pas, différents points de vue, ça peut être passionnant aussi, ça aurait pu faire une mini-série développée d'ailleurs sur ce sujet, on sent que ça aurait pu être mis plus en profondeur aussi, peu importe, hein, ça tient bien en format film, et vu que c'est une production Netflix, on est quand même content de la réussite de ce projet. Oui, évidemment, il peut y avoir certaines limites sur pas mal de choses, mais pas sur la fin. Moi, je suis content que ça se termine sans qu'il y ait de résolution, explosion. De toute façon, on le sait, arrivé au bout, ça va péter, ça va tomber sur Chicago, et l'idée, c'est de savoir ce qu'ils vont faire après. Comment, on va dire, répondre à cela en ne sachant pas d'où ça vient. Hein. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais avec certitude d'où vient ce missile. Ce qui est d'ailleurs un immense problème, parce que, d'accord, si ça tombe et qu'il n'y a pas de revendication derrière, eh bien, ils seront bien embêtés de savoir comment réagir et quoi dire à la population. Parce qu'il faudra quand même, forcément, hein, du point de vue de l'Amérique, réagir derrière. C'est toujours comme ça, et pas que l'Amérique d'ailleurs. Sauf que, est-ce que ça vient de la Russie? Visiblement non. La Corée du Nord, c'est pas sûr. La Chine, on ne sait pas. Aussi bien ça vient d'autres choses, hein, d'une compagnie privée à part qui aurait... je sais pas, récupérer des missiles, je dis n'importe quoi. Hein. Peut-être que c'est une erreur d'une base américaine au loin qui a mal réglé un truc et un test et que on ne sait pas. Et c'est ça qui est terrible. Peut-être que d'ailleurs, à la base, ce n'est même qu'une erreur. Même d'un pays peut-être rival, ce n'est peut-être qu'une boulette. Donc voilà, et c'est ça qui est terrible. C'est encore plus vertigineux d'en arriver là sans avoir de réponse. Et du coup, on est sûr derrière que c'est le chaos. Voilà, c'est le chaos obligatoire. D'ailleurs, il y en a un qui décide de mettre fin à ses jours, hein, qui ne peut pas assumer. Il y a le président qui est complètement à la ramasse. Alors, il y a beaucoup d'ironie sur l'écriture de certains personnages. Son épouse, pendant ce temps, elle est en mode visite ou pas, on ne sait pas trop, en Afrique, à faire un safari. Tu sens quand même ouais, potentiellement le cynisme derrière, vous voyez, de ces gens-là qui sont un peu déconnectés du réel et remis face au réel. Soi-disant, ces spécialistes, bah, ils sont complètement à la ramasse. C'est un film à découvrir en tout cas. Je ferme la zone spoiler et je peux finir aussi sur un point de mise en scène globale. Sur le montage, c'est quand même plutôt lisible hein, par rapport à ce qui est tenté là, donc j'applaudis. Après, c'est un peu le style Bigelow que j'ai pu voir notamment dans Detroit, dans un film récent, on va dire, d'elle.
où elle va essayer de capter justement l'humain à travers ces caméras un peu shaky, un petit peu en mouvement rapide, parce que c'est ce qui l'intéresse, c'est voir ces hommes, ces femmes, derrière des responsabilités. Dans Détroit, par exemple, c'était des policiers, et c'était dur d'ailleurs, c'était très très dur, et ça disait beaucoup de choses sur un phénomène qui ne s'est pas du tout amélioré par la suite aux USA, c'est-à-dire évidemment la violence policière envers certaines minorités. Donc là c'est pareil, hein, hop, elle va essayer de furtivement voir sur les visages ce qui se passe derrière, l'émotion et tout, et c'est dans totalement son style, avec des moments un peu extérieurs aussi qui en disent long, notamment autour du personnage d'Anthony Ramos. Là, le film, plus ou moins, commence sur lui, je crois qu'il est en Alaska, hein, si je me trompe pas, et se referme sur une crise d'angoisse qu'il fait. Là. Lui, c'est la panique totale, il se met à genoux, il sait que ça va tomber, il y a le soleil derrière, et il est tout petit face à l'inéluctabilité de la situation. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes quand même au niveau mise en scène. C'est du cinéma, hein, c'est pas parce que c'est sorti sur Netflix qu'il n'y a pas une réflexion là-dessus, et c'est pas tout le temps le cas, donc il faut le saluer, hein, parce que beaucoup de films plateforme, malheureusement, oublient parfois cet aspect-là. Catherine Bigelow, non, elle a eu quand même un petit contrôle là-dessus. Donc c'est un film qui peut être marquant de cette année. Je ne sais pas où le situer encore, évidemment, que ce soit dans un bilan final de 2025, ça va être très compliqué cette année, ou même dans la filmographie de la dame, tant que j'ai pas vu au moins 2 de ses films importants, dont j'ai parlé, que j'ai cité plus tôt. Mais en tout cas, je vous conseille ce A House of Dynamite, parce que ça en dit long, et ça montre quand même quelque chose d'assez flippant, hein, sur plein de points, sur plein d'aspects. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous invite aussi à écouter le duo, le bûcheron du cinéma et le Captain Walker, qui allons parler sur la 7e illusion. Je salue mes camarades, parce qu'il y a un vrai débat, ils sont pas d'accord sur le film. Voilà, et je vous dis à la prochaine, ciao!